Bonjour à tous, bienvenue à tous, particulièrement aux nouveaux utilisateurs qui nous rejoignent. Je m'appelle Grégoire, je suis co-organisateur du Meetup AWS User Group Bordeaux. On va vous présenter un peu l'équipe. Donc moi c'est Grégoire, il y a Bastien qui est dans la salle aussi qui m'aide à organiser, Louis qui est présent aussi. Voilà, alors Bastien et moi, on a cofondé une société qui s'appelle Mangrove. Louis, une société qui s'appelle Nuage Studio. On pourra en parler avec vous après si ça vous intéresse. Voilà, si vous avez des questions, des sujets, des idées, n'hésitez pas. C'est nous qui chapeautons un peu le groupe. Donc voilà, on est disponible. Il y a un Slack pour le user group, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui permettent un peu d'échanger sur AWS, si vous avez des questions. Voilà. Il y a un channel par ville, un channel plus général si vous voulez des infos. Et donc ce soir, déjà je tenais à remercier Ypon de nous accueillir et de nous présenter leur super sujet. On a hâte de découvrir ce que c'est. Et puis voilà, alors je vais laisser la parole une seconde à Alexandre pour vous parler un peu d'Emera, parce qu'on a la chance d'être dans un lieu assez cool. Et puis après, je passerai la parole à Steve et Pierre. Voilà, bienvenue. Super, merci beaucoup. Ouais, tonnerre d'applaudissements quand même. Merci beaucoup. Donc effectivement, bienvenue à tous. Je me présente, je suis donc Alexandre, je fais partie de l'équipe d'Emera. C'est très certainement la première fois que vous venez dans ce lieu, pour la simple et bonne raison que c'est le deuxième meet-up qu'on y organise. En fait, depuis mars, le lieu a été inauguré. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de travail. On a 120 postes de travail ici, donc il y a des startups principalement. Et à côté de ça, en plus des espaces qu'on met à disposition, on a aussi une activité d'incubateur. Donc on accompagne des jeunes boîtes innovantes, un petit peu comme Mangrove. Voilà, on les accompagne, on propose du mentoring. On a aussi un fonds d'investissement. Donc voilà, c'est des activités qu'on propose. Et très ravi d'accueillir le premier meet-up tech de la Halle. Donc je pense qu'on peut vraiment applaudir ça. Ça nous fait très plaisir parce que c'est le premier d'une longue série, je pense. Le lieu est à disposition. On peut aussi aller dans l'atrium pour des plus grosses conférences. Et enfin, je fais également partie d'une association qui s'appelle BDX.io, que vous connaissez peut-être, qui a lieu le 15 novembre prochain à Bordeaux, au Palais des Congrès. Et on vient de lancer le Call for Paper. Donc si vous avez des talks ou des interventions à proposer, n'hésitez pas. Ouais, il y a un bon sujet. Ah ouais, ça c'est la règle, hein, c'est le groupe. mais voilà, et puis en tout cas, voilà, j'espère que vous vous sentirez bien ici. Tous les retours sont bienvenus, bien évidemment. Moi, je suis avec vous toute la soirée. Merci. Merci. Et moi aussi, je tiens à remercier donc, le Meetup et Emera pour nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec autant de monde en plus, c'est cool. Et donc ce soir, on va parler de serverless. Alors déjà dans la salle, est-ce qu'il y en a qui connaissent serverless ? Qui ont pratiqué, juste de nom, qui font vraiment des projets en serverless ? En prod, ouais, parce que des projets... moi aussi, j'en ai plein sur mon PC. Hein. Donc en prod, il y en a ? Ah, c'est bien, ça, c'est cool, ça. Au moins 3. 3 sur 90, c'est bon, ça fait un bon... Du coup, je suis heureux de vous recevoir. Donc, moi, je m'appelle Sewell, il y a Pierre ici, on a des jolies icônes. Donc, je vous annonce tout de suite, si vous voyez ces petites icônes sur des slides, essayez de les compter. Il y a un petit jeu pour gagner des t-shirts Datadog. Parce que on n'en a pas beaucoup, donc on ne peut pas en donner 90. Donc, s'il y en a qui ont le bon chiffre, voilà. Donc moi je vais vous parler de serverless, mais avant je vais vous parler un peu d'Ypon. Il faut toujours bien présenter aussi son entreprise. Donc Ypon Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un cabinet d'experts sur différents sujets, que ce soit dans le développement de logiciels innovants, que ce soit dans le cloud, aujourd'hui le serverless le prouve, que ce soit sur la data. Ça fait 16 ans qu'on existe, vous pourrez en parler en long et en large avec Stéphane qui est juste derrière, ça se voit. En plus il est flagué, il a le tatouage Ypon dessus, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, et on est présent sur 4 continents et dans 7 agences, du coup c'est d'où le tour de France du serverless, assez pratique, ça me permet d'aller dans 7 villes différentes. Je me présente à mon tour, je suis cloud architecte chez Ypon.
Je suis aussi Global Tech Leader. En gros, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est communauté DevOps and Cloud sur toutes les agences à travers le monde. Donc c'est marrant, ça me fait parler anglais. J'ai quelques certifications et si ce soir on boit quelques coups, je vous raconterai même quelques dossiers de Vegas sur ça. Je suis contributeur de Gipster. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil de scaffolding open source pour générer des projets un peu from scratch en 5 minutes production ready. Et je suis aussi le créateur de DSwag. Et donc en fait, c'est le Gipster mais version serverless. Qui est en cours de création. Donc, si vous allez sur le repo GitHub, voilà, j'essaie de l'activer, mais bon, il n'y a pas encore la première release, mais ça va bientôt sortir et ça sera pareil, un générateur production ready d'une application web serverless, full serverless, avec toutes les bonnes pratiques. Et ouais, j'adore aussi faire de l'aquaponie avec ma licorne. Pour ceux qui connaissent un peu le serverless, hein, c'est simple, la licorne, c'est ce qu'on parle tout le temps de serverless, licorne, donc faut pas avoir peur, hein, c'est pas non plus que j'ai ma chambre en rose ni rien, c'est juste que c'est le thème. Et j'ai fait quelques publications, dont une qui vient de sortir. J'avais écrit un white paper il y a 2 ans sur le serverless, ça présentait l'écosystème, là maintenant j'en ai refait un plus gros de 80 pages, c'était long, autour du serverless, sur le développement serverless. Il y a une grosse partie sur l'observabilité aussi, donc c'est un des talks, mais vous pouvez le trouver sur notre site web, donc n'hésitez pas. Je parlais de Tour de France, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui voyagent un peu, qui vont dans différentes agences. Donc on voit que la photo, ils sont bien tapés un délire parce que je suis complètement le super galbé comme ça sur mon vélo. Mais voilà, je vais sur différents événements à travers la France, dans différentes villes. Donc il y a le white paper, j'ai fait aussi un article sur l'observabilité. C'est simple, j'ai copié ça du white paper. Je vais aussi publier sur le magazine programmer.com. Je ne sais pas s'il y en a qui le lisent, mais il y a 3 articles qui vont sortir sur le serverless. Et voilà, pour ceux qui se déplacent, il y a surtout l'observabilité. Cette année, c'est le thème. Je vais faire aussi sur la sécurité et après d'autres qui sont plus sur l'écosystème serverless à Nantes. Oui, bonjour. Alors moi je suis Pierre Baillet, je suis le comparse de Steve pour cette soirée, voilà, et pour quelques heures avant. Je suis SRE chez Datadog en remote depuis Bordeaux, donc je suis ici depuis 2 ans environ. Avant j'étais consultant chez Hippon, voilà, j'étais manager, enfin voilà, j'ai fait des hipponeries comme on dit chez nous. C'était super. Maintenant je suis chez Datadog. En ce moment je fais beaucoup de Kubernetes, du Go, du Python, de la AWS, des trucs bien poilus, bien pointus qui font mal partout, dans les ordinateurs uniquement, bien sûr. Voilà. Quand je ne travaille pas, je m'occupe des bambous dans mon jardin, parce que j'ai des bambous dans mon jardin. Si vous avez des solutions miracles, ça m'intéresse. Je n'ai pas de certification, j'ai 0 certification. Par contre, j'ai été prof de salsa. Du coup, s'il y en a qui ont des problèmes pour danser la salsa, on peut en parler après. Voilà. Je vous le conseille, je lui ai demandé de me donner des cours, il n'a pas encore accepté, mais bon, bientôt. Donc, avant de commencer à parler d'observabilité, on va commencer à remettre un peu les bases, parce que c'est un mot, on peut le dire, même c'est un buzzword, il y en a plein qui l'emploient, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On dit ça pour dire du monitoring, bon, c'est pas vraiment pareil. Donc, on va reprendre un peu les bases. Et pour ça, moi, je kiffe un film qui s'appelle Retour vers le futur. Et donc, on va faire ça, on va revenir en arrière, on va carrément revenir à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y avait pas encore beaucoup de PC ni d'observabilité, mais bon, il y a un super exemple de Abraham Wald. Et le magnifique exemple, c'est les avions pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine s'est dit, écoutez, on en a un peu marre de perdre des avions qui soient tout cassés, qu'on paye des milliers et des milliers, même des millions de dollars à les réparer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un peu tous les impacts de balles qu'il y a eu dans nos jolis avions qui reviennent à la caserne. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des jolies stats, etc. Et on va blinder toutes ces parties. Donc c'est simple, l'armée américaine a dit regardez, écoutez, les gars, ils sont venus, ils se font toujours tirer ici. C'est simple, on va mettre du triple blindage dessus. Du triple blindage, et comme ça, au moins, ça va un peu plus les sécuriser, ça va un peu plus les blinder, et on paiera un peu moins pour nos réparations. Donc voilà, ils ont décidé, on va super fortifier ces parties-là. Le gros problème, et ça c'est Abraham Wald qui nous l'a dit, qui est un mathématicien, un statisticien. Ah c'est bon, je m'étais entraîné à dire statisticien, mais c'est vrai que... non, c'est vrai. Bon. Et donc lui, il a eu la super idée, et il a trouvé le petit problème qu'il y avait, c'est que, en fait, là, les stats qu'on avait, c'était que sur les avions qui étaient rentrés à la caserne, enfin, rentrés à l'aéroport. Et du coup, le problème, c'est les avions qui ne rentrent pas. Et ça, c'était pas du tout pris en compte, malheureusement pour eux. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils ont décidé de blinder des parties, au final, où les avions, ils arrivaient quand même à atterrir et à revenir, même s'ils étaient un peu abîmés. Mais tous les avions qui ne revenaient pas, généralement, c'est-à-dire qu'ils se faisaient un peu attaquer sur les autres parties. Et donc, lui, sa super idée, c'était, tiens, j'ai compris un peu le système, et on ne va pas blinder les parties
où on a des stats et on a des gros trous dans la coque, mais on va blinder les autres parties parce que, en fait, quand il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que les avions ils reviennent pas. Donc, rappelez-vous bien un peu de cette image on va dire des trous invisibles, parce que je vais la réutiliser tout à l'heure. Mais voilà, c'était la première approche où il s'est dit, tiens, je vais un peu hacker le système, et je vais dire, maintenant, au lieu de prendre ce qui est évident, l'erreur qu'on connaît, on va un peu aller un peu plus loin. On revoyage un peu dans le temps, et là, maintenant, on va en 2005. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent les stacks LAMP. C'est un grand moment... Ouais, Stéphane, tu connais, ça c'est sûr. Mais c'est un grand moment de solitude pour ceux qui en ont fait, qui en ont implémenté, il y en a encore même qui les maintiennent encore, et qu'ils appellent ça de la tech debt. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une super stack. LAMP, c'est Linux, Apache, MySQL, PHP. En gros, c'est un bon gros vieux monolithe, d'accord, où on met tout dedans, avec une base de données, l'application et un truc devant, histoire de rediriger un peu le trafic. Et lorsqu'on avait un peu ce système-là, c'était assez simple en fait de résoudre des problèmes. C'est qu'on nous disait, j'ai fait un super projet, bon malheureusement, tiens, j'ai un petit problème, c'est que les utilisateurs se plaignent que le chargement des images est lent. Super, comment on va résoudre ça? Alors, on réfléchit un peu, notre stack elle est assez simple, hein. On a un peu un tritière. La première solution, c'est mince. En fait, c'est juste qu'on n'a pas bien taillé notre machine et le CPU, la RAM, tout ce qu'on veut, ça explose et donc il faut qu'on intervienne, il faut qu'on revoie un peu les capacités et qu'on corrige ça. Première solution. Deuxième solution, on réfléchit un peu. Si c'est pas l'application, c'est la base de données. En même temps, il n'y a pas d'autres 36 façons de résoudre ce problème. C'est la base de données. Peu importe la raison, c'est qu'à un moment donné, la base de données est un peu plus lente. Il y aura peut-être des timeouts sur les requêtes et ça va créer de la latence. C'est assez simple. Jusque-là, les problèmes, on les résout relativement facilement. Et bon, pour identifier ça, parce qu'on n'a quand même pas trop envie que ça se reproduise tout le temps et que nos utilisateurs ne soient pas contents, qu'est-ce qu'on va faire? On va... non, c'était le slide d'après. J'aurais peut-être dû réviser en final. Mais au final, c'est tout ça pour dire que la stack était assez facile à comprendre. C'est qu'à un moment donné, le problème venait de là, et généralement pas trop de l'utilisateur. Donc, la grosse solution, on a inventé quelque chose, ça s'appelle le monitoring. Et le monitoring, c'est on va créer des dashboards. Alors là, on va créer du dashboard, on va en créer. On va avoir 150 dashboards avec 150 métriques, on va avoir même des écrans géants avec même 10 écrans alignés avec du rouge, du vert, des trucs. On dit, oh là là, il y a un truc en rouge, faut que j'y aille, attention. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ça, qui doivent avoir ça dans leur open space. Nous, on en a, donc... pour dire que tout le monde le fait et on le fait encore. Mais voilà, on va faire du dashboard. On va mettre plein de métriques, on va identifier tout ce qui est CPU, mémoire, network, etc. On va mettre des métriques, on va mettre des alertes pour dire, oulala, attention, je dépasse un peu le niveau recommandé. Et grâce à ça, on va pouvoir effectuer des actions. Par exemple, le CPU est un peu haut, on va pouvoir scaler, on va pouvoir mettre même, pourquoi pas, un auto-scaling et scaler automatiquement et rajouter de la capacité pour, bien sûr, que nos utilisateurs soient toujours contents, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et maintenant, gros problème, en 2016, on a l'avènement du microservice. Alors là, tout le monde en parle. Les gars, on va faire des microservices de partout. J'ai un énorme monolithe, on va couper le texte, on va faire 10 services, ça va être génial. Et donc là, j'ai fait une super courbe super scientifique, franchement, à main levée. Notre infrastructure est devenue largement plus complexe. Bon, alors, quand on parle de 2 microservices, ça va. Quand on parle des infrastructures comme Amazon ou Netflix, alors là, si on veut faire du dashboard, il va falloir quand même beaucoup d'écrans. Parce que perso, je vous lance un défi de faire des dashboards pour monitorer chacune des petites briques là et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, donc c'est vraiment la courbe de la complexité de nos infrastructures sont devenues exponentielles. C'est de plus en plus dur de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'était la fin du monitoring. On a arrêté de faire des dashboards parce que ça servait un peu plus à rien. Ou du moins, on n'avait pas assez d'onglets dans notre navigateur pour les mettre. Et c'est là où le super mot observabilité est arrivé. Si on reprend un peu la définition de l'observabilité, c'est assez simple. Je ne vais pas vous parler anglais, je vais vous éviter mon accent. Mais pour dire, en gros, c'est la manière de comprendre l'état interne de votre système par rapport aux différentes entrées et sorties de chacun des services, de chacune des parties de votre système. Donc, le mot important ici, c'est vraiment surtout comprendre l'état interne de votre système. C'est qu'est-ce qui se passe, à quel moment, pourquoi, comment, etc. Et ça,
mine de rien, dans une architecture comme Netflix ou Amazon, à un moment donné, ils doivent savoir exactement ce qui se passe sur un petit point, sur un flux de requêtes qui va passer peut-être à travers 30 services. Il va falloir comprendre ce qui se passe exactement et le pourquoi, et si jamais ils ont une erreur, etc. Si on reprend un peu tout ce qui est justement les entrées-sorties, enfin surtout les sorties de notre système, on reprend un peu les bases, c'est que il y a le plus simple, c'est on sait que ça se passe bien. Donc par exemple, en prenant quelque chose de simple, j'ai un système qui avec une API REST, tout simplement, ça va retourner des messages 200. Génial, on sait que ça se passe bien. 200, c'est le statut HOG, tout est vert, nickel. Notre logiciel, notre service fonctionne correctement. Après, à un moment donné, j'ai aussi des erreurs que je connais. C'est, je sais pas, mon système a des statuts 500. Donc ça, généralement, on les identifie relativement facilement. Je sais que ça se passe pas bien. Donc j'ai un 500, il y a une internal server error. D'accord. À un moment donné, un de mes systèmes, un de mes services a planté. Il y a un bug. Libre à moi maintenant d'aller investiguer et le trouver, mais je sais que ça s'est pas bien passé. Le problème, en fait, c'est quand on a tout ce qui est, c'est un peu l'inconnu. On sait que ça s'est pas bien passé, mais on sait pas pourquoi. Parce que, par exemple, là, j'ai un cas concret pour illustrer. C'est chez un client, ils avaient un super cluster Kafka qui traitait des millions et des millions. Alors, c'est pas Datadog, mais qui traitait des millions et des millions de messages. Et à un moment donné, sur, je sais pas, il y avait peut-être 100 000 messages. Il y en a 4 qui étaient perdus. Alors, le truc, il n'y avait aucune erreur. Ils savent juste qu'il y a 4 messages qui sont partis. Ils ont disparu, ils n'ont pas été sauvegardés, pas transmis, rien du tout. Et le problème, c'est que ça a fait des petites erreurs. Et il y avait un client qui était insatisfait derrière. Donc, c'est là où, en fait, on ne sait pas que ça ne s'est pas bien passé. On n'a eu aucune alerte, rien du tout. On sait juste que, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans notre système et on ne sait pas pourquoi. Et après, bien sûr, la dernière cas, là, c'est facile, c'est l'inconnu. L'inconnu, en même temps, on ne peut pas savoir l'inconnu. Ça, c'est logique. Quand on va faire du monitoring, au final, on va se baser sur tout ce qui est les erreurs connues. Les erreurs connues, on va mettre des alertes. On va faire des dashboards parce que, par exemple, j'ai une erreur 500, c'est assez simple, on va mettre une métrique dessus, on va se mettre une alerte, on va mettre la remontée d'incident, etc. On peut l'identifier, on peut investiguer, on peut la corriger assez facilement. Le problème, c'est, si on revient un peu à l'avion tout à l'heure avec les impacts de balles invisibles, c'est le même problème, c'est que ça, la partie non-erreur, c'était les bullets qu'on voyait. C'est, on sait qu'il y a une erreur ici, on peut l'identifier, c'est super. Mais le problème, et le plus gros problème, c'est surtout pour nos utilisateurs, c'est quand on a la partie du haut, c'est les trous invisibles. C'est ça qu'on va devoir réellement corriger parce que derrière, c'est ça qui fait vraiment cracher le système. C'est pas une petite erreur 500. Parce que aujourd'hui, dans le microservice, on a plein de technologies pour corriger quand il y a des erreurs comme ça. Par contre, quand on a des erreurs dans le haut, généralement, c'est imprévisible. Et c'est là où on va vraiment avoir un gros problème parce que l'utilisateur va être impacté, notre système va être impacté, peut-être qu'on aura une perte de persistance, de consistance de nos données, etc. Et là, ça peut devenir grave. Donc, une des solutions, c'est que, au lieu de dire juste je vais mettre des alertes sur les erreurs que je connais, on peut très bien mettre des alertes sur le fait qu'il y ait une absence de statut 200. Tout simplement, c'est que sur notre système, si on a une bonne compréhension de notre système, on peut très bien dire attention, là à un moment donné, ça ne s'est pas bien passé parce que je devrais attendre justement un statut 200 ou un succès que je n'ai pas, une écriture en base ou autre. Et c'est grâce à ça donc qu'on va voir les piliers de l'observabilité. Alors maintenant, on appelle même ça les principes de l'observabilité. On a fait la réflexion récemment. Et en fait, c'est juste des outils qui vont vous permettre en fait de rentrer dans votre système et de comprendre, comme on disait la définition, comprendre l'état interne. Donc, il n'y a pas juste la partie métrique où on voyait la partie monitoring, c'est vous allez avoir d'autres outils. Donc, tout ce qui est journaux d'événements. Donc là, on va vraiment devoir exploiter. Pas juste, tiens, je vais regarder mes logs dans un fichier texte. À un moment donné, quand on est dans une structure comme Netflix ou Amazon avec plus de 500 microservices, on ne va pas s'amuser à regarder l'ensemble des journaux de logs, ou sauf si vous aimez ça et que vous voulez avoir le cerveau qui chauffe. Mais je vous le déconseille. À un moment donné, il va falloir mettre d'autres systèmes. La partie trace, c'est pareil. À un moment donné, quand j'effectue une requête sur un des services, qui va possiblement, je ne sais pas, appeler 20 services derrière, je vais devoir comprendre par où il passe. Parce qu'il n'y a pas que des API REST. On peut avoir aussi du messaging, du topic, etc. On va devoir vraiment comprendre le cheminement de notre requête, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, voire même le retour du message, etc. Pour comprendre son cheminement et possiblement même identifier
la cause du problème, dire que ça se trouve, c'est au moment du 20e rebond, j'espère que vous n'en arrivez pas là, mais au moment du 20e rebond, qu'on va avoir un problème, qu'on a une erreur identifiée et qu'on va devoir résoudre. Du coup, grâce à ces piliers-là, généralement, faire comme ça à la mano, c'est pas forcément facile. Heureusement pour nous, il y a des super outils qui ont été mis en place. Datadog, d'où aujourd'hui, ce soir, un peu la présentation de l'outil, mais pas que, je ne vais pas faire que du Datadog. Il y a des outils, peut-être que vous connaissez, comme la suite ELK. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait tous les piliers de l'observabilité, mais Splunk aussi, par exemple, permet aussi d'implémenter ces différents piliers dans votre système, de capter ces différentes informations. Aujourd'hui, là, j'ai quand même mis le buzzword de serverless aussi, donc on va en parler. C'est que tout ça, c'était bien joli dans un système complexe microservice. Jusque-là, tout va bien. Mais aujourd'hui, on parle de serverless. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux challenges. Déjà, tout simplement, c'est que serverless, comme son nom l'indique, il n'y a pas de serveur. Bon, on sait très bien que c'est faux, il y a plein de serveurs. C'est juste que vous n'avez pas la responsabilité des serveurs. Vous n'allez même pas en avoir la notion. Vous n'allez pas gérer de CPU, de RAM, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'OS derrière. Vous allez juste consommer le service qui vous est fourni et utiliser, que ce soit pour déployer une fonction, pour utiliser un système de base de données. Donc c'est bien ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure approvisionnée. Vous n'allez pas faire des scripts pour déployer des machines virtuelles avec des OS spécifiques, vous n'en avez plus la notion. Autre avantage, c'est le pay only for what you use. C'est on paye uniquement ce qu'on consomme. Alors oui, déjà aujourd'hui sur du IaaS, on paye ce qu'on consomme. Mais là, on parle de payer aux 100 millisecondes. Par exemple, sur AWS Lambda, on va payer aux 100 millisecondes en durée d'exécution de notre code. C'est-à-dire que quand mon code ne s'exécute pas, on ne paye pas, tout simplement. Donc, j'ai ma fonction, elle tourne une fois par mois, mais on va payer que les N millisecondes par mois, point final. Le reste du temps, on payera 0. Après, pour moi, il y a deux types. Alors, on m'a reproché le BAS, maintenant on dit blockchain. Il y en a tellement de trigrammes, donc j'ai un peu oublié le compte. Moi, j'appelle ça backend as a service. C'est des systèmes prépackagés qui vous fournissent un service où, pareil, vous n'avez aucune notion de serveur. Je vais prendre le système d'authentification OS0. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un système où on paye en termes d'utilisateurs. Je veux 50, 60 utilisateurs, 10 000, 1 million. Mais on va payer en volume d'utilisateurs. Et derrière, on va pouvoir bénéficier d'un service avec toutes ces fonctionnalités, les connecteurs, la sécurité, le MFA, etc. Donc c'est vraiment un service qu'on va pouvoir consommer à la volée. On s'en fiche complètement de la scalabilité, d'accord, ni de l'infrastructure, ni du CPI, ni des mises à jour. On va juste être consommateur d'un service. Pareil pour tout ce qui est base de données aussi. Derrière, on va juste payer le storage, les entrées et les sorties. Mais voilà. On est juste consommateur, on s'en fiche de la scalabilité, c'est pas nous qui le gérons. Le FAS, c'est pareil, sauf que là, c'est vraiment, on va déployer des fonctions. Pareil, la scalabilité, on s'en fiche. On va juste choisir à peu près l'espace mémoire parce que c'est de la facturation derrière. Mais après, c'est le provider, donc AWS, qui va se gérer de l'élasticité. Donc, dans le monde idéal, que j'ai un utilisateur ou 10 000 utilisateurs, il n'y a rien à gérer. Pas une ligne de code à rajouter, pas une configuration à faire. C'est géré automatiquement. C'est à vous de bénéficier de ce service et de l'utiliser pour déployer votre code fonctionnel, votre code métier. Et autre information importante aussi, c'est que c'est basé sur de l'événementiel. C'est que c'est des services qui sont basés sur de l'événementiel. Alors, on va avoir dans 90% des cas, maintenant on a un peu de synchrone dans certains cas, mais c'est basé sur de l'événementiel, donc avec beaucoup de services qui vont communiquer comme ça. Malheureusement, c'est pas que de la magie. C'est dit comme ça, d'où les licornes avant. C'est que les licornes, c'est sur le papier, on se dit oh là, c'est génial, je déploie ma fonction, c'est scalable jusqu'à 1 million, que ce soit un utilisateur ou 10 millions, ça scale, etc. Je paye uniquement ce que je consomme. Mais malheureusement, il y a des petites pertes aussi. Par exemple, on n'a plus accès aux OS, donc on peut plus tuner vraiment spécifiquement notre base de données, le petit paramètre de config qui dans 1% sur les 99%, on va devoir le faire parce que notre serveur en a besoin, elle a besoin de ce petit tuning. Donc ça, c'est sûr, on ne pourra pas le faire. Et c'est surtout sur les implémentations. C'est quand même un service qui est jeune, très jeune, même si là, au dernier reInvent, c'est vraiment le
thème, le thème serverless, c'est celui qui était vraiment sur toutes les bouches. C'était le buzzword en fait de tout le reinvent. Ils avaient compté sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde a vraiment ce mot-là à la bouche pour faire des nouvelles architectures. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas le monde parfait. Il y a des inconvénients. La durée d'exécution, c'est qu'aujourd'hui, selon les providers, mais bon, chez AWS, c'est 15 minutes. Il y en a d'autres, ça sera 5 minutes. Au bout de 15 minutes, peu importe ce que vous faites, ça va arrêter le fonctionnement. Ça ne va pas juste prolonger et vous facturer un peu plus. Les démarrages aussi, bon, alors là je pourrais vous faire un talk complet sur tout ce qui est cold start, mais il y a des temps de démarrage, c'est que pour ne pas payer quand ça ne tourne pas, à un moment donné, c'est que votre code, on va dire, il va être froid, donc il ne va pas être chargé, il n'y a pas de VM qui va tourner en permanence. Donc à un moment donné, quand vous allez appeler la première occurrence de votre fonction, elle va devoir se charger, votre code va devoir s'initialiser, et ça peut clairement impacter votre expérience utilisateur. Alors il y a plein de façons de contourner ça, il y a on va dire des patterns à prendre en compte, il y a des notions, des choix de langage qui sont super importants. Je vous invite à lire mon white paper, j'en parle un peu plus. C'est pas le sujet de ce soir, mais voilà. Donc ça, c'est un gros inconvénient, surtout quand on parle d'expérience utilisateur. Les tests, c'est qu'à un moment donné, on est dans un environnement qui est full AWS, full provider. Donc voilà, faire du test en tant que dev sur mon poste, c'est déjà un peu plus compliqué. Surtout comme avec AWS, on n'a pas forcément un écosystème open source autour. C'est que des services qui sont propriétaires. Donc à un moment donné, soit on les lance directement sur le fournisseur de services et ça peut possiblement coûter de l'argent. Soit c'est plus difficile quand on veut les lancer en localement. C'est possible, il y a LocalStack qui fait très bien l'émulation, on va dire, de différents services AWS. Mais voilà, c'est déjà un peu plus compliqué que notre petite application Java où j'ai 150 librairies qui font ça. Et tout ce qui est packaging, versionning, alors là c'est un peu moins vrai sur AWS parce qu'ils ont clairement un cran d'avance sur l'ensemble des technologies à ce niveau-là. Mais on peut faire du canary release même au niveau des lambda functions. Sur l'API Gateway, c'est pareil. Donc on commence à vraiment avoir cette notion de packaging, de rollback, etc. Mais comme je disais, c'est des services qui sont quand même jeunes, très jeunes, qui sont en croissance mais monstrueuse. AWS sort tous les jours des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités sur l'ensemble de ces services serverless. Donc voilà. Donc ça va évoluer. Sur les challenges liés à l'observabilité, le premier challenge, justement, on n'a pas accès à l'OS. Et ça, quand on n'a pas accès à l'OS, c'est que tous les petits systèmes là, que je montrais qui font tous les 3 piliers de l'observabilité, généralement, ils sont basés sur des agents. Sur des agents, c'est des petits logiciels qui s'installent sur les machines virtuelles et qui vont faire pour nous récupérer des métriques, que ce soit de la JVM, que ce soit directement les logs, etc. et qui vont les envoyer directement au système d'observabilité. Là, le gros problème, c'est que vu qu'on n'a pas accès à l'OS, on ne peut pas installer d'agents. Donc, malheureusement, on va devoir utiliser d'autres moyens pour remonter les informations, que ce soit métriques, que ce soit les journaux de log, etc. L'autre problème, c'est tout ce qui est concurrency. C'est que si j'ai un système d'observabilité en IaaS, je dis bien IaaS parce que généralement, quand on prend du SaaS, c'est eux qui gèrent tout ce qui est scalabilité. Donc ça ne s'applique pas, mais quand j'ai mon propre système chez moi, que ce soit même un Elasticsearch Service sur AWS, quand j'avais ma machine EC2 avec mon microservice ou autre, c'est que j'avais un système, que ce soit l'agent ou que ce soit même les systèmes intégrés par exemple sur Java, ils s'occupaient de récupérer les logs, de les envoyer, de les compresser, etc. Et ils n'envoyaient pas à chaque requête un message au système, et ils faisaient ça en format batch, et que tout un certain temps, ils récupéraient l'intégralité des informations et les envoyaient. Là aujourd'hui, quand on est dans un cadre de fonction, on n'a plus de job en background. Donc à un moment donné, c'est que chacune des fonctions va envoyer, par exemple, j'ai 15 exécutions concurrentes. Les 15 vont envoyer en même temps les informations, les métriques, les logs, etc. Si on l'implémente au système d'observabilité. Donc la notion à bien prendre en compte, c'est que si jamais on part sur un système serverless avec un système IaaS, il va falloir prendre, ça, on va dire, adapter notre système, réévaluer l'infrastructure pour pouvoir justement pallier à cette montée de charge. Pareil, comme je disais, il n'y a pas de tâche en fond. Aujourd'hui, une fonction, elle a un début, elle a une fin. Une fois que c'est fini, c'est fini. D'accord ? On ne peut pas lancer un job en background pour s'exécuter, pareil pour récupérer d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire, quand moi je fais un get user par exemple, je rentre dans ma fonction, ça va aller récupérer les informations sur une base de données. Si à un moment donné, je lui mets 15 fonctions pour afficher du log, pour l'envoyer sur un système d'observabilité, pour récupérer des métriques, pour les envoyer aussi, pour récupérer je ne sais pas quoi,
ça va prendre du temps dans l'exécution de notre code. Donc déjà, il y a on va payer plus cher parce que ça prend du temps. Et de deux, c'est que à un moment donné, ce temps-là, c'est l'utilisateur qui va le ressentir. C'est que même si ça prend, je sais pas, 1 seconde, rien que pour faire un post sur un système en HTTP ou envoyer dans une queue ou peu importe, tout ce petit temps, ça va impacter l'expérience utilisateur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez implémenter directement dans votre fonction ces fonctionnalités-là. Il y a aussi la complexité. C'est que, on va dire, sur un écosystème Java où je connais un peu tous les différents services, il y a l'écosystème open source qui est là pour m'aider, il y a plein de connecteurs, c'est l'objectif, c'est assez facile de s'intégrer. Là, aujourd'hui, au final, on va intégrer notre fonction avec énormément de services qui ne sont pas forcément connus, des services qui sont propriétaires. Et donc, si je veux faire, par exemple, de la traçabilité de ma requête, qui va passer peut-être dans 5 ou 6 différents services, il faut que cette traçabilité, je puisse l'assurer sur ces différentes briques. Et là, à un moment donné, il va aussi y avoir des notions à prendre en compte, des systèmes à mettre en place pour justement garantir cette traçabilité interservice. Et ça, c'était la base vraiment de, aujourd'hui, l'observabilité serverless. L'objectif, là, maintenant, c'est la démo, c'est un peu plus fun déjà. Et surtout, je vais laisser un peu Pierre parler parce que ça suffit un peu. Donc, on va vous faire une démo. On va vous montrer sur une architecture que j'ai faite, que j'ai déployée, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon GitHub. Dernier slide, il y a le lien. Donc, elle est disponible. J'ai tout mis en place. Elle est déployée. C'est une architecture, au final, assez simple quand on parle d'architecture logicielle avec différents services, différents calls d'API. On voit du Kinesis pour tout ce qui est streaming, du SNS pour du topic. Et donc, le but, ça va être d'implémenter ouais, je sais. C'est la bière de tout à l'heure en fait, c'est la Corona. La Corona, ça me réussit pas en fait. Mais le but, ça sera vraiment d'implémenter ces 3 piliers qu'on a vus. La byte. Ça sera d'implémenter ces 3 piliers sur notre architecture. D'accord ? Alors bien sûr, c'est pas juste des services avec des calls qui ont été faits. J'ai rajouté des petites fonctionnalités. Tout à l'heure, je parlais de traçabilité. Et là, par exemple, j'ai rajouté la notion de correlation ID. Donc au premier appel, je vais créer un correlation ID que je vais moi-même m'amuser à transmettre sur l'intégralité des fonctions, l'intégralité des services. Donc pareil, si vous voulez accéder au code, voir comment j'ai fait, vous pouvez y accéder et voir ce qui est fait. Pareil, il y a aussi une fonctionnalité de debug, mais ça, je le montrerai en live. Oui, le debug, on l'a pas vraiment testé, mais on verra. Du coup, juste quelques mots rapidement sur Datadog. C'est un produit en SaaS qui a été créé par 2 Français, donc c'est Cocorico quand même un petit peu, même s'ils sont aux États-Unis, parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Au début, c'était un putain d'outil de surveillance d'infrastructure, donc des métriques d'infrastructure. On a rajouté les métriques d'application, les métriques business. On a rajouté le distributed tracing, donc le profiling distribué, je ne sais pas comment on dit en français. Bref, on a rajouté la gestion de log il n'y a pas très longtemps. On est en train de rajouter le test de navigateur et les synthetics, donc c'est-à-dire les requêtes artificielles fabriquées par des robots pour vérifier que votre site web fonctionne de bout en bout, donc des tests complets de votre site web. Et au-dessus de ça, on a un moteur d'alerting complet qui peut se nourrir de toutes ces données. Donc c'est un gros produit, vraiment gros, qui grossit très vite. On a un peu plus de 270 intégrations, c'est-à-dire 270 produits avec lesquels, en cliquant à un endroit, vous activez la récupération des informations de ce produit dans Datadog. Voilà. Il n'y a rien à stocker chez vous, on est infiniment scalable, c'est ce que dit la publicité et c'est pas loin d'être la vérité. Si vous arrivez à nous faire casser, c'est que vous êtes vraiment très gros, donc venez, n'ayez pas peur. On a beaucoup de code open source parce que toutes les intégrations et le code, on a un agent qu'on peut déployer sur les infrastructures traditionnelles, on va dire, et open source. Donc il y a aussi beaucoup d'open source dans plein de langages, donc il y a à boire et à manger, donc c'est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que je dis d'autre ? Rien. Dans ces derniers slides, ça, voilà. Bon. On va passer à la démo maintenant. Est-ce que tu as lancé ton curl ? Alors le but déjà, c'est on va vous montrer comment on s'intègre avec Datadog, parce que bon, c'est bien beau tout ça, on parle d'intégration, mais alors moi je vais parler juste pour la partie AWS, je lui laisserai parler de Datadog, sinon je vais me faire taper dessus. C'est bien, tout le monde voit. Donc l'intégration avec Datadog, quand on n'a pas d'agent déjà, on n'a pas beaucoup de choix. On va s'intégrer assez facilement. C'est assez facile de s'intégrer. Il n'y a pas 150 confs à faire. Il y a un joli petit rôle à positionner. Je vais vous le montrer quand même.
Un joli petit rôle qui, bon, avec pas mal d'actions, c'est que des actions de read, hein, donc c'est bien, il n'y a pas de write. Mais il y a juste ça à faire. Et en fait, on fait un cross-account. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, j'autorise le compte de Datadog AWS à venir récupérer des informations et se connecter sur mon compte. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui le crée. C'est moi qui gère tout ce qui est policy. Donc, je leur donne clairement le droit sur ce que je veux. Et surtout, si je veux pas tout monitorer, enfin là, moi, je l'ai fait parce que nous, on monitore tout. Mais si je veux pas qu'ils monitorent le service S3, etc., j'ai juste à le retirer de ma policy. Et eux, ils n'ont plus accès. Plus du tout. Il n'y a aucun moyen de rebond, quoi que ce soit. Il n'y a plus accès. Et en plus, pour garantir donc, tout ce qui est la Trust Relationship, donc on voit même le compte AWS Datadog, en fait, il génère un ID propre à notre compte. Et ça, c'est lui qui va le montrer. L'autre point d'intégration, ouais, j'ai pas fini. L'autre point d'intégration, ouais, il faut quand même. Alors là, c'est vraiment quand on fait du serverless. Justement, j'ai pas d'agent, donc à un moment donné, il va falloir quand même que je leur donne aussi, que je mette en place une fonction pour streamer tout ce qui est log. Ils vont pas s'amuser à eux-mêmes se connecter à mes logs, etc., qui sont générés sur CloudWatch. En fait, il y a une super lambda fonction qui est disponible sur le serverless repository. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros repository de plein de fonctions serverless qui existent pour du job de tous les jours, que ce soit du backup, etc. Il y en a plein. C'est un énorme fourre-tout. Et donc, il y a la fonction Datadog où je clique, ça la déploie et je la configure. Donc, c'est elle. Je la configure. En gros, je lui donne des accès à mon compte Datadog. Et pareil, je lui donne aussi des droits. Donc, c'est encore moi qui gère la sécurité, c'est pas Datadog. Donc, je peux aussi brider et leur dire non, tu vas récupérer que tout ce qui est lambda, que tout ce qui est CloudWatch Logs, etc. Et bon, après, je vous passe les détails de la fonction, mais elle est assez jolie. Et c'est elle qui va vraiment s'occuper de shipper tout ce qui est logs et de les envoyer sur Datadog, y compris aussi d'autres métriques un peu custom. Donc voilà, 2 intégrations, déjà prépackagées parce que Serverless Repository et là un rôle IAM qui est bien sûr super bien documenté sur la doc Datadog. 2 intégrations et voilà, on est complètement compatible avec Datadog. En mode serverless. Le IaaS, il y a des agents à déployer. Mais là, je suis complètement libre d'aller après maintenant sur mon Datadog et de voir ce qu'on peut faire. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que comme c'est vous qui choisissez quels accès Datadog à votre compte AWS, vraiment, vous pouvez décider d'ouvrir ou de fermer et de tester. Donc, c'est très très facile de tester, assez rapide. Je pense que tu m'as détruit mon premier écran. Non, il est là. Hop, voilà. Donc pour vous montrer rapidement les intégrations, donc ça c'est la liste de toutes les intégrations qu'on supporte. Voilà, vous voyez, je vous ai pas menti, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous utilisez des technos un peu exotiques, on va troller un peu. On est jeudi, j'ai le droit de troller. Genre vous faites du Lua par exemple. Ah, il n'y a pas de Lua. Bon, ouais, on sait jamais, ça aurait pu marcher. Mais par exemple, vous faites vraiment un truc vraiment pas cool du Node.js. Bon, il y a l'intégration Node.js. Voilà. Pour chacune des intégrations, on a une doc assez claire et assez explicite. Je voulais vous montrer AWS parce que c'est ce dont on parle ce soir, n'est-ce pas? Donc à chaque fois, quand on a Internet, n'est-ce pas, on a donc on a un petit panneau qui vous permet de configurer. Donc là, en fait, vous allez juste créer un accès en disant l'ensemble des services que vous voulez activer. Donc ça, c'est ce que Datadog va essayer de récupérer sur votre compte. Après, de votre côté, vous allez autoriser Datadog à récupérer ces informations. Et puis ensuite, ça fonctionne de manière transparente. Il y a le fameux identifiant qui change à chaque fois qu'on le recharge. Je ne sais pas où est-ce qu'il est caché. Ouais, l'external ID, là, qui est le truc un petit peu subtil, mais ça, c'est des questions de sécurité. Donc ça, c'est un super ajout d'AWS parce que du coup, ça permet d'éviter que quelqu'un puisse récupérer vos credentials et s'en servir ailleurs sans avoir cet ID-là qui est genre affiché qu'une seule fois. Donc ça, c'est très pratique. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus rien d'autre à faire. Les métriques, elles arrivent sur la plateforme. Comme c'est du SaaS, vous n'avez pas besoin de rajouter des Elasticsearch, des serveurs de base de données, des disques NAS. Ça marche tout seul et les métriques, elles arrivent toutes seules. Donc par exemple, pour les lambda, si on regarde ce qu'on reçoit pour lambda, hop, voilà, il faut que j'arrive à taper correctement. Hop, ici, donc pour toutes les intégrations, systématiquement, on va afficher l'ensemble des métriques émises par l'intégration. Donc ça, c'est l'ensemble des métriques qui sont émises de base. Donc pour ça, vous n'avez rien à faire, vous activez l'intégration et les métriques vont arriver chez nous. Si vous voulez envoyer vos propres métriques, vous pouvez aussi le faire depuis l'intérieur de votre code en envoyant les métriques à Datadog. Du coup, ça vous permet de pousser à la fois des métriques techniques, qui sont des métriques là du cloud, mais aussi des métriques business, du genre, j'aime bien utiliser l'idée du nombre de logins par minute ou le nombre de dollars générés par votre plateforme pour faire des dashboards pour vos managers et vos directeurs. C'est toujours sympa.
Du coup, après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a la liste de toutes les métriques qui sont envoyées par l'infrastructure. Donc là, c'est un compte de test que Steve a créé sans donner sa carte bleue, je pense. Non ? Ouais, voilà. Donc il pirate. Bon, les trials, c'est gratuit chez Datadog jusqu'à 5 hosts. Et après, vous pouvez activer toutes les intégrations pendant un certain nombre de jours et tester tout le produit. Donc n'hésitez pas à tester. C'est facile à faire et ça prend vraiment pas longtemps. Ça prend, là avec AWS, ça doit prendre une demi-heure à setup de bout en bout et vous avez tout qui arrive. Du coup, là, on a toutes les métriques qui arrivent dans Datadog. Alors attendez, pour la dernière heure. Tu as lancé ton curl ? Ouais, je l'ai lancé. Ok, cool, très bien. Ok, bon, on va vite voir. Parce que du coup, il faut qu'on génère des données, sinon on n'a rien à vous montrer. Donc là, on voit les métriques classiques AWS API Gateway, Kinesis, etc., etc. Donc là, il n'y a pas beaucoup de métriques parce que c'est un scope assez petit. Mais en vrai, dès que vous allez utiliser les Datadog de manière raisonnable, vous allez envoyer plusieurs milliers de métriques. Donc après, ce qui est compliqué, c'est de faire son marché là-dedans. Donc on peut facilement explorer les métriques, mais on peut aussi construire des dashboards un peu customisés. Donc là, j'ai fait un dashboard un peu customisé. Qui est vraiment centré sur les lambdas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il y a un éditeur de dashboard. Ici, on prend en time series, on le colle n'importe où. Hop, voilà, le truc s'ouvre. Et là, on peut chercher les erreurs, par exemple. Donc si jamais on a des erreurs qui remontent, voilà, on va récupérer les 500. C'est pas sûr qu'il y en ait. Ah, bah si, il y en a. Il n'en fait pas souvent. Il n'est pas censé en faire, je pense. Mais on en a quelques-unes. Voilà. Voilà. Steve a fait du code qui plante de manière régulière, donc c'est le même qu'ici, parce que je vous ai mis le même. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces dashboards, ils sont faciles à faire. Vous pouvez intégrer, mélanger plein de types de métriques différentes. Là, sur le même des GIFs animés, voilà. Donc chez nous, on a des choses. On peut faire du formatage conditionnel. Donc vous pouvez changer de GIF suivant ce qui se passe sur votre plateforme. Donc ça peut être pratique. Voilà, vous pouvez être, voilà. Là, vous avez par exemple le temps d'exécution totale sur la dernière heure, donc 7h33 de lambda. J'ai marqué en dessous, time égale $ qui s'envole, parce que derrière, il va falloir payer tout cet argent, n'est-ce pas ? Ouais, c'est le free tier. Profitez-en, c'est gratuit. Donc ça, c'est les métriques. Les métriques, il y a plusieurs façons de les afficher. Il y a aussi une façon plus temporelle. Donc l'idée, c'est qu'avec ça, vous allez construire vos dashboards assez facilement en drag and dropant et en mélangeant différentes métriques qui sont à la fois des métriques d'infra au sens cloud du terme, donc on va afficher des métriques par exemple Kinesis ou SNS, des métriques de votre lambda, des temps d'exécution, du nombre d'erreurs, et des métriques business, tout ça dans le même écran. Et du coup, vous pouvez faire un dashboard pour tout, ou un dashboard pour les décideurs, un dashboard pour les ops, un dashboard pour les développeurs. Vous choisissez un petit peu la vision que vous voulez faire et vous fabriquez ça à votre façon. Donc ça, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Voilà. Un autre truc plutôt intéressant qu'on propose, c'est les Cloud Functions. Donc en fait, on supporte l'analyse. Tu vois, il ne tourne pas ton cœur, je pense. On va recharger. Je laisse le bénéfice du doute. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on récupère. Ah si, ça tourne. Ah pardon. Voilà, je suis mauvais anglais. Donc on récupère les traces d'exécution des lambdas dans AWS et puis en fait on va venir les stocker ici. Donc là c'est des Cloud Functions. Ce qui est intéressant avec cette vue, c'est qu'elle va marcher avec toutes les Cloud Functions qu'on supporte. Donc là c'est du AWS. Si demain vous faites du GCP, c'est pas bien parce qu'on a un meetup AWS, mais on ne sait jamais, vous faites du GCP, vous pouvez aussi les avoir là. Et si vous faites du Azure, c'est pas bien parce que c'est Microsoft et Microsoft ça pue c'est mal. Bon, c'est pas grave, ça va quand même arriver ici aussi, d'accord. Donc Datadog est vraiment très agnostique on va dire de l'infrastructure dans laquelle vous tournez. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de mélanger toutes ces informations. Derrière, on a un système de tagging assez complexe, assez puissant, qu'on va découvrir un petit peu dans les logs, qui permet de filtrer les données très rapidement. Donc là, il n'y a que de l'AWS. On a... Oui, prends ton micro. Prends le micro, parce que sinon les gens ils t'entendent pas. Oui, je la fais tourner quand même depuis quelques temps. On regarde un peu aussi tout ce qui est cost estimé. Pour moi, je n'ai toujours pas dépassé le $1. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas les avantages du serverless et des temps d'exécution, voilà quoi. Pour le moment, ça coûte rien du tout quoi. Et ça fait déjà à peu près 2-3 heures que ça tourne et que ça bourrine dessus. Oui, la légende dit que c'est 100 fois moins cher que du 75% on-prem. Il y a des gens qui ont fait des conférences avec des chiffres incroyables. Ouais. Du coup, ça vaut le coup de se dire si on faisait tout en lambda, ça nous prendrait 3 ans et on économiserait. Bon, bref. Du coup, là, on a la liste des fonctions ABC. Donc, le dessin qu'avait fait Steve, il est quelque part là. Voilà. On a A, ensuite on a B, ensuite on a C. Voilà, donc A appelle B qui finit par appeler C via tout un ensemble d'événements. Du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va regarder A en fait. Donc quand on clique sur A, on a toutes les dernières traces reçues avec la durée d'exécution en millisecondes, voilà, avec une erreur, donc, n'est-ce pas? Et quand on clique sur une trace donnée, on va accéder au flame graph de la lambda. Donc on s'est aperçu qu'il y avait des trucs un peu chelous sur les
démarrage des lambda. Voilà, je vous l'avoue très humblement, c'est peut-être un bug de l'intégration lambda, certainement chez Datadog ou chez Amazon, je ne sais pas. Ce qui est intéressant dans le Flame Graph, c'est qu'on voit donc toutes les couches de votre requête à travers les lambdas, à travers plusieurs lambdas. Vous voyez, on a un Flame Graph comme si on aurait sur une seule appli qui serait monothread avec une grosse stack trace. Bah là, en fait, on est à travers du microservice. Donc c'est vraiment hyper puissant, parce que du coup, si vous avez 40 microservices, vous allez voir les 40 appels. Oui. Ouais, je te le reprends parce que moi je vais faire quand même la pub aussi à AWS parce que en même temps ça aussi c'était rendu possible pas non plus par magie, comme je disais, il n'y a pas d'agent. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'agent, toutes ces traces, etc., c'est difficilement pluggable pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce qu'en gros, aujourd'hui, on peut faire de l'APM, tout ça, c'est de l'APM. On peut faire de l'APM sur du lambda, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'agent Datadog, enfin, l'APM Datadog nécessite d'avoir un agent pour envoyer les informations. Donc, chose qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Comme je disais, c'est une technologie qui est très jeune et clairement, à mon avis, en termes de business, il n'y a pas encore le potentiel pour prioriser, on va dire, ce développement par rapport surtout à l'émergence de Cube, etc. Mais pour le moment, ça s'est rendu possible grâce à une intégration qu'on a avec X-Ray. Donc, ouais, c'est bon. Non, je vais vous montrer la map, c'est ça qui est plus sexy. Une intégration avec X-Ray qui est, voilà, pareil, une solution de tracing. Donc, au final, sur mes lambda, moi, je suis 100%. Enfin, j'ai pas une trace de Datadog dans le code de mes lambda. J'ai juste plugué en fait avec les différents services managés à AWS. Donc ça, c'est du service managé. Hein. Pareil, hein, je gère pas de CPU, je gère pas de scalabilité ni rien. C'est juste un service où ça va capter les traces, etc. Et me fournir différentes informations. Donc, je vais avoir les informations un peu la map. Bon, on peut reprocher pas mal à cette map, mais on voit en fait un peu le cheminement quand on veut se faire un petit nœud de cerveau de mon API, la fonction qui est exécutée, qui envoie différentes informations, donc Kinesis, SNS, et à l'API B, qui elle renvoie aussi donc à la fonction de l'API B, qui renvoie à la fonction de l'API C, et on voit pas, il y a un vieux trait qui est caché, mais qui renvoie à l'exécution. Donc on peut retrouver à peu près le cheminement. On peut même identifier, mettre des règles, donc pour dire, ah là là, quand il y a une latence qui est un peu supérieure, tu vas me l'identifier en erreur. Je peux mettre vraiment des config rules là-dessus sur cette map pour avoir vraiment un visuel rapide de l'intégralité de ma map de service et de pouvoir identifier possiblement une source d'erreur, une source de latence ou autre. Je retrouve aussi les différentes traces d'exécution, donc je vais en prendre une. C'est pile poil à API, c'est cool. Donc on retrouve les traces d'exécution avec voilà, les exécutions. On voit que là je fais un get sur l'API, je fais un publish, un put record, que ce soit sur SNS ou Kinesis. On va voir les différents cheminements et on va retrouver, même si je veux, les traces vraiment pure SNS, pure Kinesis, pareil, pour voir aussi les latences, possiblement, savoir les temps d'exécution entre un message qui est arrivé dans un topic et le temps qu'il a fallu pour une fonction, pour le capter, pour le traiter. Donc là, on voit 29 millisecondes entre un message qui a été publié sur un topic, traitement par une lambda, et après relance sur l'API C. Voilà, c'est tout, on reprend. Merci. J'en étais où? Où en étais-je? Non, mais c'est bien. Je voulais montrer un truc qu'on faisait qu'Amazon ne faisait pas. Du coup, quand vous avez activé l'intégration de logs, en fait, ce qui est cool chez nous, c'est qu'en plus des Flame Graph, vous avez les logs de toutes les requêtes qui correspondent. Et ça, c'est pratique. Hein, les logs, c'est toujours pratique. Si vous aimez les logs, on supporte aussi l'intégration de logs. Du coup, on a tout un produit, une partie du produit qui est dédiée aux logs. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, ici, Log Explorer. Donc, le Log Explorer, c'est un produit qui ressemble vaguement à ELK, si vous connaissez, donc la gestion de log, indexation en texte intégral, indexation en numérique et ensuite analyse dans tous les sens. Ce qui est bien avec le produit qu'on a chez nous, c'est qu'on récupère toutes les traces, tous les logs qui viennent de CloudWatch, on les avale et on va les parser automatiquement. Donc là, comme c'est de lambda, donc ça c'est le message de log tel qu'il est émis par AWS, donc c'est un gros blob JSON bien laid, n'est-ce pas? Et là il y a le même mais bien beau, bon c'est le même blob mais il est bien beau. Du coup on a tous les champs, ça nous permet facilement d'avoir une idée de ce qui se passe et de s'il y a des choses qu'il faut regarder. À partir de ça, c'est facile pour Datadog de créer en fait des facettes sur des champs. Et du coup, les facettes deviennent indexées et on peut ensuite les rechercher en texte intégral. Ce qui permet de faire des choses rigolotes du genre, affiche-moi toutes les requêtes GET qui ont été faites sur toutes les lambdas depuis donc les 15 dernières minutes.
Voilà, si je veux chercher sur la dernière semaine, hop, voilà, ça marche aussi. Donc je pense que je sais pas s'il y a des trucs dans le passé, en fait, c'est pas sûr. Alors forcément, la démo n'est pas impressionnante parce qu'il n'y a pas énormément de données. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est virtuellement scalable infiniment. Donc si vous demandez un mois de log et que vous nous crachez 15 millions de lignes par jour, on peut vous les afficher en quelques instants. Il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, là, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on a une idée de la répartition par chemin et on a un truc rigolo. On peut faire des analytics là-dessus. Ah, build duration, je voulais le faire, mais je vais le faire après. Tant pis. Hop. Alors, c'est quoi? C'est la request. Alors, cherchons le chemin de la requête. Voilà. Donc là, j'ai demandé la répartition du chemin de la requête. Donc c'était API A, API B, API C par fonction lambda. Donc on voit que la répartition est complètement équitable parce qu'en fait, à chaque fois qu'on appelle A, on appelle B, on appelle C. Donc en toute logique, on s'attend à ce que chaque appel ait lieu pour chacun des endpoints. Si on revient sur mon build duration, on va chercher. Donc en fait, ce qu'on peut faire aussi ici, c'est filtrer les messages et chercher tous ceux qui parlent de facturation. Hop, voilà, donc là vous avez les durations ici. Donc ça vous dit, voilà, vous avez été facturé 200 millisecondes, monsieur. Ça fera un dixième de dollar. Au revoir. Du coup, on peut créer un dixième de dixième. Un pouillème de dollar. Voilà. Mais au bout d'un certain nombre de pouillèmes de dollars, ça peut faire certains dollars. Donc il faut faire attention à ça quand même. C'est de l'argent, c'est des vrais sous. Du coup, là, on a rajouté une facette pour le build duration et on a fait l'indexation. Du coup, après, derrière, dans Analytics, on peut grapher ça directement. Donc là, on a graphé par somme. Mais on peut aussi grapher l'average par lambda function et voir en gros combien coûte. On va mettre un time frame un peu plus sympa. Hop. On peut avoir une idée de combien coûte chaque lambda à chaque invocation. Est-ce que tu veux parler de ça pour l'optimisation? Parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. De ça, là, de comment ouais. Ouais, en même temps, j'en profite pour aussi parler sur des sujets justement liés au serverless. C'est que le cost optimization, pour ceux qui ne font pas du serverless, c'est aujourd'hui on paye aux millisecondes. Donc rendez-vous bien compte que là, ça a vraiment son importance parce que vous avez vraiment payé en termes d'exécution. Donc aujourd'hui, je suis un développeur. On va dire que c'est un stagiaire, moi aussi je vais troller. Je suis un stagiaire et je fais 3 boucles for imbriquées parce que je ne sais pas forcément encore coder et faire de la super algorithmique. Je passe de 500 millisecondes d'exécution à 1 seconde. Tout simplement, il faut se rendre compte quand même que derrière, c'est une augmentation de la facture de 50%. Tout simplement. Donc, à un moment donné, le cost optimization et tout ce qui est surtout le code optimization va vraiment prendre toute sa grandeur. C'est que si on veut économiser de l'argent, il faut optimiser son code. Parce que, allez, on va dire 50% d'économie sur 10 000 euros, c'est toujours 5 000 euros. T'as vu un peu, c'est cool. Hein. Voilà, du coup, ce graphe-là, en gros, je l'ai construit en quelques minutes aujourd'hui d'ailleurs, en me disant ah oui, il faut qu'on arrive à sortir le prix que ça coûte, et puis on fait la somme. Donc là, on a fait la valeur moyenne, mais en fait, on peut aussi construire la somme, et du coup, on a une idée du prix du coût total de chaque lambda depuis qu'elle tourne. Donc c'est des courbes qui montent doucement, vous voyez, 96 000, c'est le temps. Ouais. Alors après, il faut faire une division savante, voilà, par un pouillème de 0. Enfin, une multiplication, bref, un truc mathématique. C'est pareil, une division, c'est une multiplication par l'inverse. Voyons. Enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était en termes de corrélation. Donc, ce qui est assez sympa, qu'on fait aussi chez nous, on a mis du machine learning parce que tout le monde met du machine learning partout. Donc, on s'est dit, nous aussi, on va en mettre. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile? On fait la détection de motifs. Donc là, ça, c'est un truc, c'est super. Donc, je vais cliquer. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Ça concrètement ce que ça fait, c'est que ça prend tous les logs, ça les analyse avec du machine learning et ça vous donne des fréquences de répétition de logs. Donc là il se trouve que l'exemple avec les 3 lambda il est moyennement intéressant parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de variété de logs, il n'y a pas énormément de messages qui sont dans les logs, il y a une uniformité assez grande. Donc là quand on regroupe par motif, on voit que le détecteur il nous a détecté en fait le timestamp comme étant quelque chose qui se répète à peu près à égale valeur entre API-C ici, un autre API-C, ça ne doit pas être le même, celui-là, API-B et API-A avec des pourcentages qui se répartissent. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si demain vous avez quelqu'un qui est en train de harvester votre site web avec un botnet ou avec 50 IP, mais qui est en train de scanner votre site web, là, la fonctionnalité, elle va vous dire « Ah, dis donc, c'est marrant, il y a quelqu'un qui est en train d'énumérer toutes ces pages-là, mais bon, l'IP change, mais le chemin ne change pas trop. Il change, mais pas trop. Du coup, tu dois peut-être regarder. » à partir de ces graphes-là, on peut construire des alertes et du coup envoyer des messages à la police pour qu'ils aillent arrêter le méchant. Hein, c'est comme ça qu'on fait, non? Sauf s'il est en Chine. On envoie des messages à la police chinoise. Bon, bref. En tout cas, vous pouvez agir.
ça vous réveille, enfin voilà. C'était tout ce que je voulais dire, je pense, à Datadog. Il y a beaucoup d'autres choses dont on peut parler après si vous voulez, parce que là c'est la partie lambda qui en fait, oui, qui est la partie un peu émergée de l'iceberg et on va dire peut-être la moins mature du produit, parce que c'est vraiment lambda, c'est encore tout frais, il y a plein de trucs qui sont compliqués, et comme AWS bouge vite, nous derrière on court vite après, mais on a des petites jambes, donc on court, voilà. Mais il y a beaucoup de choses dans le produit qui peuvent être intéressantes. Steve. Correlation ID, non ? Ah oui. Correlation ID. Ah ouais. Vas-y, pardon. Le temps que tu fasses la manip. Du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, moi, en termes de développeur, j'ai rajouté une petite fonctionnalité pour vraiment avoir aussi ce suivi. Donc tout ce qui est ID de corrélation, pour ceux qui connaissent un peu Zipkin, là c'est pareil, mes versions homemade. Et du coup, j'ai vraiment voulu avoir une trace de l'intégralité du cheminement de mes fonctions en lui passant possiblement des valeurs un peu fonctionnelles, que ce soit des ID métiers, etc. Et vraiment voir le trajet fonctionnel d'une requête ou autre. Donc, mince, je parle pas assez, c'est ça. Donc, la deuxième fonctionnalité que j'ai rajoutée, si tu veux, je vais un peu broder. La deuxième fonctionnalité que j'ai rajoutée, c'est aussi la capacité de debug à la volée. Aujourd'hui, on va faire les deux. Aujourd'hui, quand on veut faire du debug, c'est alors soit, là j'ai 5-6 fonctions, je peux aller dans chacune de mes fonctions sur ma console AWS et changer la variable d'environnement. Et mettre un debug de false à true, je peux très bien faire ça, mais quand j'ai 200, 500 services, le gars aussi il est vraiment adepte du clic et qui va avoir quelques crampes, il faut mettre en place d'autres méthodes. Et moi la méthode c'est justement, je vais interpréter certains headers HTTP de ma requête et c'est ça qui va déclencher le mode debug ou non de ma requête. Donc c'est que sur une requête éphémère, je peux lui dire, tiens, j'ai telle donnée en entrée, je te l'envoie et en plus je déclenche le mode debug sur l'intégralité de ma chaîne. Donc quand je dis l'intégralité de ma chaîne, c'est toutes les fonctions vont rentrer dans un mode debug, donc afficher tous les logs en debug, et puis voilà, c'est déjà pas mal en même temps. Donc je t'en passe la main. Là, on a mis en avant le Correlation ID, donc c'est un identifiant qui est transmis de lambda en lambda pour en gros suivre les requêtes qui sont faites à travers toute votre stack, comme si c'était une seule stack monolithique, alors que c'est pas le cas. Dans Datadog, ça arrive sous la forme d'un header custom qui s'appelle XCorrelation ID, qui est ici, là en bas. Je l'ai indexé hier ou avant-hier pour en faire une facette. Et une fois que c'est indexé comme facette en texte intégral, je peux chercher la Correlation ID. Et là, du coup, dans cet écran, j'ai tous les logs de cette requête du début à la fin. Voilà, depuis l'entrée HTTP jusqu'à la réponse. Et tout ce qui sera émis par les lambda avec le Correlation ID, on va le récupérer ici. Du coup, c'est facile pour... l'histoire habituelle, c'est un ID business, donc vous pouvez mettre un ID user, vous pouvez mettre un ID user et de machine, vous mettez un peu ce que vous voulez, et du coup, le rêve, un peu le Graal, c'est genre, voilà, j'ai mon user qui est venu sur mon site web, qu'est-ce qu'il a vu comme page? Attends, c'est quoi son session ID? Je le tape, hop, j'ai toutes ces requêtes avec le timing à travers tous mes microservices. Tu veux parler, je vois bien, je vais continuer à parler un peu alors. Et donc, à ce moment-là... Après, justement, c'était un des challenges aussi qui était assez intéressant, c'est que quand on fait une requête HTTP, c'est facile, on a les headers, tout le monde connaît, on envoie toujours plein d'infos, c'est toujours marrant dessus. Mais aujourd'hui, quand on fait du Kinesis ou du SNS, il faut arriver à pas non plus surcharger le message original, parce que c'est de l'informatif, d'accord, c'est de l'optionnel. Faut pas surcharger le message original. Et donc, faut arriver, là, le challenge justement qui est important, c'est arriver à intégrer cette valeur dans notre message. Donc après, Kinesis, SNS, ils ont à chaque fois différents attributs. Pareil, je vous invite à lire mon article. Je décris vraiment un peu mieux ça. Si on rentre dans le code, après, les gars, vous allez tous devenir fous et vous jeter sur le bar. Donc je vous éviterai. Mais voilà, c'est justement là le gros challenge. C'était pas forcément de tracer, de mettre X-ray, mais c'est par exemple passer des ID fonctionnels, passer de ce type de valeur à l'intégralité de ma chaîne, et surtout que l'API C soit toujours capable de recevoir cette valeur, de l'afficher dans les logs pour vraiment avoir la trace complète. Donc je vais faire aussi, oula. Non mais là je vais faire ne regardez pas mon écran, il doit y avoir plein de messages. Ouais, je suis à fond dans la période Game of Thrones, j'espère que tout le monde l'est aussi parce que moi je suis assez fan. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un test sur Game of Thrones. J'ai pas fait de spoil, c'était voulu, que personne me déteste. Mais du coup, voilà, j'ai un super header et je vais vouloir débugger. Donc on espère qu'il n'y aura pas l'effet démo, j'espère que ça va tout bien se passer. Mais voilà, je vais faire une super requête HTTP qui va très bien se passer. Je vais même en faire plusieurs, comme ça on va avoir plein de logs. Donc voilà, possiblement je peux très bien passer l'intégralité de mon body, l'envoyer, et juste en changeant un header, je vais changer
les informations que j'ai envoyées et surtout mon statut de debug. Je te laisse manipuler, moi. C'est juste montrer le debug. Tac. Donc là, bon, j'ai fait un code tout pourri, donc une fois que je l'ai positionné, le debug, je n'arrive pas à l'enlever tout de suite. Mais bah oui, non, mais quitte à mal faire au moins. Il y a même un t-shirt si vous voulez. Non, mais c'est facile à débugger. Mais voilà, donc on voit là que j'ai mis en gros les logs debug et on voit les logs debug qui commencent à arriver. Donc voilà, juste en positionnant un nouveau header, je peux débugger l'intégralité de ma chaîne, avoir les milliards de logs qu'on veut s'amuser à mettre en debug, sans forcément que ce soit un effet permanent, enfin sauf là. Et comme ça, si jamais à un moment donné ça se passe pas bien, je peux renvoyer un message d'information et voir vraiment l'intégralité de ma chaîne, qui est parfois complexe, et la comprendre. Voilà, tu as des choses à... Tu peux montrer le log trail aussi, c'est joli. Le trail, non? Le quoi? Le live trail? Non, ouais, c'est joli de voir plein de logs qui défilent. Alors ça... donne-moi le micro du coup. Donc ça, c'est une feature hyper intéressante de Datadog. C'est un espèce de tail-f de votre infrastructure sur le web. Voilà, c'est ça en gros. Donc ça vous affiche tous les logs reçus. Alors ça les sample, parce qu'en fait, pour des problèmes de performance évidents, on ne va pas vous balancer 10 000 lignes par seconde dans votre navigateur web, sinon il va fondre. Enfin, votre navigateur va fondre et vous allez fondre juste après. Du coup, là, on affiche par exemple qu'1% des... On voit, là, vous voyez tout en haut, on affiche 5% des logs. 4%, ça varie en fait, toutes les secondes. Ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est déjà en termes de facturation, c'est gratuit. Voilà, ça on ne fait pas payer chez Datadog. Donc vous pouvez ne pas utiliser la fonctionnalité de log, tout jeter derrière et quand même utiliser ça pour faire du tel-f. Et la recherche marche. Du coup, je pense que je peux chercher sur les facettes. C'est quoi, debug de point trou? On va essayer. On va essayer un truc, ça va sûrement foirer, mais non, c'est pas ça. Ouais, on va chercher debug. Ouais. Et du coup, ça c'est très pratique pour voilà, pour voir ce qui se passe maintenant. La vue normale de log, elle a à peu près 30-40 secondes de retard, comme toutes les vues dans Datadog, parce que en fait, on met des trucs pour freiner Internet devant. Non, parce qu'il y a beaucoup de données à traiter, du coup, ça peut pas être très très rapide. Donc, il y a 40 secondes de traitement entre le moment où ça arrive chez nous et le moment où ça s'affiche. Là, il y a quelques secondes. Voilà, on est 20h31. Non, il faut qu'on finisse. Et 54 secondes. Et là, il est 32. Donc, on vient de changer de minute. Voilà. Donc, on a quelques secondes de lag, mais c'est vraiment pratique comme vue. Et apparemment, Steve, il aime bien. Voilà, je lui rends la parole, comme ça il va pouvoir... je vais pouvoir clôturer en fait. Enfin, sauf si tu as des choses à dire, mais là je sens que tu as bien vendu ta solution en tout cas. Moi j'achète. Pour reprendre... Tac, ça on en a déjà parlé, on va pas refaire. Est-ce que vous avez des questions? On recrute, les deux on recrute. Ypon, je ne sais pas où. Vous pouvez aller voir Stéphane. Si. Donc voilà, ouais. Ouais, mais non, faut le faire boire et comme ça au moins il vous donnera les trucs astuces. Mais voilà, on recrute et donc aussi, surtout si vous avez des questions, que ce soit sur le serverless, sur l'observabilité, sur Datadog. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté des licornes? Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont compté des licornes? Il y en a, il a carrément son téléphone et après des screenshots. Alors combien? Alors, il y en a 4 et une en thérapie. Non. Eh ben non, faux. J'en ai vraiment. Avec celle du début ou sans ça? Ouais, t'es pas mal proche. Il n'y a personne d'autre? Juste un t-shirt. En fait, en une super smart box à Venise, en full serverless, donc t'as pas d'avion, t'as pas d'hôtel. mais si tu veux, tu auras une bière tout à l'heure pour te faire rêver à la smart box. Non, en fait, on n'a que 16 t-shirts et il fallait trouver un moyen tout pourri pour dire que on vous les donne et pour. Mais t'en as déjà eu un t-shirt. Donc, allez hop. Pour la question. Bon, après, on vous les distribuera si vous en voulez. Vous allez voir Pierre Séduit, je le laisse gérer le nombre de goodies, ils sont bien. En plus, ils sont jolis. C'est un petit violet qui fait un peu licorne. Ah, c'est pas la taille? T'es un peu plus galbé. Et attends, moi je rentre dedans, c'est une taille américaine. Surtout après mon tour de France serverless. Non, mais des questions intéressantes et intelligentes, ouais. Que ce soit sur le serverless, sur l'observabilité générale. Ou questions pas sérieuses. Oui, là-bas. Oui. Alors, comment ça se passe pour le versionning? Alors, le versionning, à quel niveau? Parce qu'en fait, il y a plein de niveaux. Est-ce que c'est au niveau de la fonction ou au niveau de notre API? Alors, au niveau de l'API, API Gateway, il propose déjà ce
Il propose déjà des fonctionnalités de Canary Release. Donc en fait, en gros, c'est simple. On lui dit, tiens, je te mets Canary Release, c'est génial. Derrière, tu mets une lambda en fait, qui va identifier et qui va te permettre de shifter. En gros, dire, je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas Canary Release, c'est qu'en fait, j'ai une V1, j'ai une V2, je déploie la V2, je ne vais pas mettre 100% de mon trafic sur la V2 et planter, ça se trouve, 100% des utilisateurs. Donc je vais mettre que 10%, 5% peut-être au début. 5% des utilisateurs sur la V2. Ils vont tester, on va valider, je vais regarder mes logs, d'où les systèmes d'observabilité. T'as vu, j'arrive à rejouer. Pour comprendre que en fait j'ai pas d'erreur dans mon système, que tout se passe bien. Dans ce cas, je vais augmenter 10%, 15%, 20%, etc., etc., etc. Et à un moment donné, j'aurai 100% des utilisateurs qui seront sur la V2. Et comme ça, pour les utilisateurs, c'est totalement transparent, parce qu'au final, ils auront juste un délai entre un utilisateur A et B, ils seront peut-être sur deux versions différentes, mais ça sera complètement transparent. Donc ça, c'est pour la partie API Gateway, donc c'est un peu natif. Côté lambda, il y a l'alias shifting. On peut créer plusieurs alias. Et pareil, on peut faire de la redirection de trafic, pareil, avec de la lambda. Chose compliquée à implémenter, en fait, c'est que, déjà, il y a la lambda qui va être implémentée pour détecter s'il y a des erreurs, récupérer de l'information et faire le shift. Avec Code Deploy, en fait, c'est AWS, hein. Si on utilise Code Deploy, en fait, c'est déjà pré-packagé dessus. C'est assez facile à implémenter. Si on fait notre bonne vieille CI à la mimine, genre GitLab, c'est un peu plus compliqué. Donc, non. Tu veux faire une blague? Qui sait pourquoi on dit Canary? Ok, les vieux, hein. Les jeunes, ils savent pas, ils n'ont pas travaillé. On dit Canary. Moi, je suis vieux, du coup, je peux raconter mon histoire. On dit Canary parce qu'à l'époque où les gens ils allaient dans les mines pour extraire des métaux, des fois, ils tombaient sur des poches de gaz, vous savez, du gaz, et ils mouraient. Vous savez, le gaz, ça tue les gens ou ça explose. Donc ça tue les gens aussi d'une autre façon. Du coup, les mineurs, ils se baladaient avec des petits canaris dans des cages. Et les canaris, c'est hyper sensible au gaz. Du coup, c'est les premiers qui crevaient. Du coup, quand le canari tombait, il fallait vite sortir de la mine. Du coup, les canaris, les applications canaris, c'est ça. Vous la mettez en prod. Si elle meurt, on arrête. Et c'est pas une blague, hein, c'est la vérité. Hein. Les gens rigolent. Non, non, vraiment, vous irez voir. J'ai ridicule comme ça, mais c'est la vérité. On est d'accord, hein, ceux qui savent. Hein, c'est pour ça. Ok, tout le monde achète. Oui, il raconte n'importe quoi. Alors, il bosse chez Datadog pour tout ce qui est droit des animaux. Je vous dis, c'est lui qu'il faut porter plainte. Voilà, donc est-ce que ça te va, du coup, niveau réponse? Parce que c'est vrai qu'en délire, on part un peu à travers. Mais alias shifting et Canary Release côté API Gateway. Après, côté Kinesis, c'est du Q, topic, etc. Donc, tu peux pas. Enfin, c'est du Q et SNS, c'est du topic, donc t'as pas de Canary, mais voilà. Tac. Oui, on en a de plus en plus. Clairement, aujourd'hui, l'état des lieux que je fais, c'est que la France, on a 2 ans de retard par rapport aux États-Unis. On vient juste de comprendre que le public cloud, c'est bien. Il y en a encore qui l'ont toujours pas compris. Ils disent que l'on-premise, c'est ce qu'il y a de plus sécure au monde et c'est de plus scalable. Là, je me marre. Mais en fait, on vient de comprendre en France. Et en gros, là, le Rex que j'ai, c'est soit on a des clients qui se disent ouh, je vais faire ma transfo, etc. Je vais passer mes 900 applications sur du public cloud. Et ils vont mettre 10 ans et ça va jamais fonctionner. Ou il y en a qui font un grand écart complet. Ils se disent si je vais sur le public cloud, c'est les nouveaux projets, je refonds et je pars directement sur de la techno serverless. Donc oui, j'en ai beaucoup, et j'en ai de plus en plus qui viennent me voir, qui me posent des questions sur du serverless. Donc oui, c'est en train de monter. Aux États-Unis, ils sont clairement en avance là-dessus, mais en France, ça commence aussi à bien porter ses fruits. Enfin, pour en reparler, mais il y a des vrais avantages. Il y a des désavantages en termes de développement, de mindset, de compétences, surtout avec le marché français aujourd'hui actuel qui est assez tendu. Dès qu'on veut un développeur, là on demande d'avoir un développeur. Donc sur des technologies type Python, Node.js, bon, peut-être pas Node.js, Python. Et en plus, les gars, ils doivent connaître le cloud. Donc déjà, c'est 2 compétences qui sont déjà assez recherchées de base. Donc bon, voilà. On a aussi, nous, en termes de mindset en France, à changer un peu nos mentalités pour intégrer ces multi-compétences et ce type de développeurs. Mais ouais, ça clairement, j'en ai. Ils viennent clairement nous voir et à ma grande surprise, et je suis même très agréablement surpris, que ça commence vraiment à arriver. De nos clients, j'en sais absolument rien parce que je ne connais pas les chiffres sur les lambda. Si on a une intégration lambda, c'est qu'il y a de la demande. Je pense qu'après, on suit les trends classiques. Hein. Aujourd'hui, la plupart de nos clients font tous de la Virtu classique, Docker, Cube, on va dire, plus que de la lambda. Voilà. La lambda, il y a encore... je rebondis un peu sur ce que tu disais. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent avoir leur cloud interne et du coup ils préfèrent avoir un truc qu'ils maîtrisent bien et du lambda en cloud interne aujourd'hui. Et du coup le vendor lock-in entre guillemets, il est beaucoup plus fort sur les techno lambda que sur les techno cubes parce qu'on peut changer, aujourd'hui on peut aller un peu partout. Donc nos clients il y a des clients qui font des lambda, des gros trucs, ouais ça existe, hein, c'est sûr, mais j'en ai pas vu beaucoup quoi.
Après, pour ne pas que faire de la pub Datadog, c'est qu'il y a aussi des solutions qui sont dédiées pour tout ce qui est serverless. Espagon, ils ont un super blog, ils sont à fond sur la capitalisation. Ils ont énormément d'articles assez intéressants. Par contre, c'est des solutions qui sont full serverless, en fait. Donc, c'est vraiment optimisé pour tout ce qui est Lambda, pour tout ce qui est service serverless. Il y a aussi Dashboard, etc. Donc, voilà, il y a des services qui font vraiment du full observabilité, mais que serverless. Donc, ils vont pas être bons sur tout le reste. Clairement, sur tout ce qui est agent, etc., ils s'en fichent complètement. Eux, ils veulent faire que du serverless. Donc, ça marche très bien sur des nouveaux clients. Et alors, les startups, par exemple, moi, j'ai énormément de startups qui me parlent de serverless parce que pour les startups, le free tier est tellement monstrueux sur AWS que je déploie mon API Gateway, même je peux faire de la LB devant, ça me coûte encore moins cher, et mes lambda, et avant même de payer quelque chose, enfin, j'ai largement le temps de voir, quoi. Enfin, je peux arriver à 1 million d'utilisateurs et là, et encore, je vais peut-être payer $1, quoi. Donc, pour un produit SaaS qui se lance en mode courbe exponentielle de startup, ça, ils adorent. Donc voilà, en plus, ils sont tous férus, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des ops, ils n'ont pas envie de faire des dashboards ni rien. Donc voilà, ça marche tout seul, c'est élastique. Donc voilà. Une question. Oui, alors en fait, on a une API. Alors c'est 100 000 $? Non, pas du tout. On a un gros site de doc. On a une API complète sur tout le produit, à la fois sur la partie client, c'est-à-dire les dashboards, les métriques, machin. Donc toute la partie UI, on peut la scripter une API. Et la partie back-end sur l'envoi de métriques, c'est aussi tout open source. Donc en gros, pour envoyer une métrique, donc il y a un gros client qui s'appelle, une appli que plein de gens utilisent qui s'appelle StatsD, qui est un truc qui a été écrit par Etsy au départ, je pense, qui s'appelle maintenant DocStatsD, curieusement, parce qu'il a été repris par Datadog en partie, qui est un agrégateur de métriques maison. Du coup, si vous arrivez à lui envoyer genre une ligne avec l'heure qu'il est, le nom de votre métrique et la valeur, ce truc-là, il va le prendre, on va l'envoyer à Datadog, qui c'est à peu près le même format, sauf qu'il y a du TLS et des clés au milieu, donc ça change pas grand-chose. Donc c'est assez trivial, quoi. Tout est open source sur les repos Datadog, donc si vous utilisez un langage raisonnable, à part Node.js, non, je plaisante. Si vous utilisez un langage raisonnable, il y a des chances que quelqu'un ait déjà écrit du code dans ce langage-là. Vous prenez en 20 minutes, vous aurez votre métrique, quoi. Si tu veux. Il y a un projet aussi sur mon GitHub, j'ai fait une custom métrique. Là, je ne sais pas si vous voyez en fait tout ce qui est le réel facturé. En fait, il y a en gros la durée d'exécution. Donc, par exemple, ça dure 250 millisecondes. Et le réel facturé, c'est 300 millisecondes. Donc, c'est au supérieur. Et du coup, pour extraire juste cette information, c'est dans une ligne de log. Il y a un report en fait, qui est généré par Lambda, chacune des exécutions d'une fonction. Donc moi, j'ai fait justement une custom métrique comme ça, Datadog, que tu plugs sur un stream CloudWatch, et ça va parser et extraire les bonnes informations sur le memory used, memory size. Donc ce que tu as provisionné, le réel consommé. Pareil sur le billing. Et donc ça peut te les remonter, tu peux faire des graphes. Et enfin, voilà, on peut vraiment hacker le truc. C'est que moi, je m'en servais carrément sur mes projets. C'est directement dans mon pipeline CI/CD. J'envoyais des requêtes et en fait, je détectais en fait le surcoût qu'il y avait par rapport à une autre implémentation. Donc quelqu'un qui mettait à jour une fonction, je faisais le ratio de l'ancienne fonction avec la nouvelle. Et si par exemple la personne avait plus de 25% de code non optimisé, voilà, on remontait une alerte et on devait faire attention, quoi, en code review. Donc voilà. Pour faire attention, pareil, c'est la facture, 25% d'économie. Enfin, d'augmentation sur une facture, sur une fonction très utilisée. Il faut faire attention, quoi, ça peut payer. Yeah. Derrière, il y en a d'autres de questions. Pourquoi? Oui, dis-moi. On sent les trolls. Je crois bien qu'ils utilisent Splunk. On est le plus gros client Splunk. Non. Oui, on utilise Datadog. Alors, c'est un peu un troll, et c'est une bonne question. Alors, c'est pas évident de voir que c'est un troll, mais on utilise vraiment Datadog pour monitorer Datadog. Et le truc le plus terrible et marrant de l'histoire, c'est qu'on utilise la plateforme de prod pour monitorer la plateforme de prod. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on a des incidents. Vous imaginez, vous êtes dans votre chambre, vous vous déshabillez, quelqu'un éteint la lumière. Ah, bon. Où est mon lit? Ouais, comment je vais... Voilà, c'est ça. On a quand même une infra, je pourrais vous en parler après, qui est suffisamment bien foutue pour qu'en fait ça nous impacte plus souvent que nos clients. Du coup, on a plus souvent d'incidents que nos clients, mais moins gravement quand c'est nos clients qui sont impactés. Donc en fait, en moyenne, ça va. En termes de serverless, on a du serverless, certainement pas à une échelle délirante.
parce qu'en fait, on s'en sert marginalement sur la partie Ops, SRE, CI/CD. On a quand même pas mal de serverless, quoi. Tout ce qui est gestion d'astreinte, CI/CD, c'est des lambdas qui tournent un peu partout. On a sécurité à beaucoup de lambdas qui tournent, parce qu'en fait, c'est bien pour la sécu, les lambdas. Il les audite, il les déploie, elles ne changent plus. Et ce truc-là, on leur donne des droits à plein de machins dans notre infra. Elle vient mettre son petit nez un peu partout, elle fait des rapports, et on sait que ça pour pirater une lambda, c'est dur. Hein. Voilà. Pirater une lambda, c'est un peu compliqué. Du coup, la sécurité utilise beaucoup de lambda pour streamer des logs et faire des choses comme ça, quoi. Donc ouais, on utilise quand même pas mal de lambda. Moi, je suis SRE, du coup, moi j'ai une vision, on va dire, infra. Les lambda, j'en ai fait chez Datadog, hein, j'en ai fait 2 ou 3, mais je pense qu'il y a des gens qui en font beaucoup plus que moi, hein, chez nous. Et... mince, avec Alamba. Non, Python. Il y avait des questions là. Ma question en fait, elle était plutôt sur la partie collecte d'informations, enfin, différentes traces qui sont faites vers Datadog. Ce qui m'intéressait notamment, c'était peut-être la partie anonymisation des informations qui pouvaient être sensibles au sein de Datadog. Il y a des choses c'est que pour toi. Oui, c'est que pour moi, parce que toi, c'est pas intéressant ce que tu as raconté. Non, tu as trop parlé. Oui, alors sur la partie anonymisation, sur les lambda, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait grand-chose de fait. Comme la lambda qui stream les logs, c'est vous qui la mettez dans votre code, donc c'est du Python, donc c'est facile à patcher. Okay. Côté agent, parce qu'en fait, le déploiement traditionnel, c'est un agent qui va streamer les logs. On a un système de blacklist avec des regex, et on le fait, nous, parce que nous, nos clients, ils nous envoient des clés d'API dans les URL pour envoyer les métriques. Du coup, comme on stream nos logs à nous-mêmes, bizarre. Du coup, on anonymise les traces d'API. Je peux pas vous montrer les Datadog parce que j'ai pas le droit, parce que voilà. Mais en vrai, nous, on a que des XXXXX et voilà quoi. Il y a aussi une façon de fabriquer des CRC, des checksums. Du coup, c'est pas anonymisé, c'est juste, je sais plus ce que ça s'appelle le nom. Bref, voilà. Mais du coup, vous pouvez faire des corrélations sur des API de clients sans avoir le secret directement dans vos logs. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Une autre question. Oui, derrière, oui. Ouais. Je vais répondre un peu à moitié. Ouais, aujourd'hui c'est X-Rays. Après, il va répondre plus en détail. Ouais, en fait, aujourd'hui, comme je disais, en fait, il y a la partie APM côté Datadog qui est super bien fournie, qui s'intègre énormément de langage. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, cette APM a besoin d'un agent pour envoyer les informations. Donc, comme je disais, là, nous, on n'a pas d'agent, on a uniquement une lambda qui va récupérer les informations. Donc, pour le moment, c'est pas possible. Comme je disais, à mon avis, c'est dans la roadmap, ça va être développé, c'est juste pas forcément priorité. Donc, oui, aujourd'hui, on est obligé de payer la partie X-Ray. De toute façon, on paiera aussi la partie CloudWatch, même si c'est assez faible, si on ne garde pas beaucoup de rétention dans nos logs sur notre compte AWS, pour streamer derrière sur Datadog, on va payer aussi sur Datadog. Après, c'est pareil, aujourd'hui, le retard, on va dire, d'implémentation de Datadog sur la partie serverless, elle est aussi super bénéfique. C'est un petit axe, c'est tout ce qui est pricing et tout ce qui est billing côté Datadog. Eux, aujourd'hui, ils facturent à l'agent. Ils facturent au host. Donc clairement le modèle aujourd'hui Datadog n'est pas forcément adapté au serverless et donc on peut clairement optimiser notre billing et ça coûte pas beaucoup. Enfin quand on a une architecture full serverless sur Datadog ça coûte vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Donc parce que c'est pareil, c'est pas aussi encore aujourd'hui dans l'actualité et ça va changer quoi. Juste un point sur le prix, et tu as raison de le souligner, hein. On paye à la fois là, du coup, la Presta AWS et la Presta Datadog. En fait, Datadog, il y a plein de choses ce qu'a fait Steve, c'est-à-dire brancher son compte AWS sur Datadog, vous allez pouvoir tout retrouver dans AWS, hein, c'est sûr, hein, parce qu'on ne fabrique pas de données, on ne les sort pas de attendez, regardez, c'est magique. Du coup, il n'y a pas de secret. Si vous prenez le temps et que il y a sûrement du code à écrire pour extraire les métriques de CloudWatch et les remettre en forme, etc. X-Ray, l'UI, elle est super. Allez lire les logs des lambda dans AWS, vous allez voir que le produit Datadog il est meilleur. Du coup, il y a toujours ce truc-là. Il y a vraiment une équivalence 1 pour 1 sur ça. L'enrichissement, il va être fait au niveau de la jointure, entre les traces et les logs et les métriques, qui là, aujourd'hui dans AWS n'est pas faite. Voilà, le jour où AWS rachète Datadog, j'en sais rien, mais non, je plaisante. Mais oui, enfin là, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'à un moment donné, on a montré un peu tout ce qui était tracing. En fait, du tracing, on pouvait vraiment sélectionner une partie et voir directement les logs qui étaient issus de cette trace. Donc au final, c'est ça. Enfin, voilà, aujourd'hui, AWS n'a pas vraiment voulu investir dans tout ça, même s'ils sortent des fonctions type CloudWatch Insight qui commencent à nous permettre de requêter un peu de logs et pas le search query qui est tout pourri dans CloudWatch. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça. Enfin. Le pourquoi d'utiliser des systèmes qui sont dédiés à ça, c'est justement cette fonctionnalité de nous permettre d'aller d'un point A à un point B à un point C et de comprendre vraiment tout ce cheminement et de voir possiblement, tiens, je suis sur le point C, j'aurais récupéré juste les logs de ce moment-là et pas forcément les 10 000 milliards de lignes de logs que je récupère sur mes 500 services. D'autres questions ?
C'est tout bon. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous invite. Les repos GitHub. Je vous invite au buffet dehors. Je crois que vous avez tous eu un ticket pour boire un coup. Si vous voulez des t-shirts, voyez avec Pierre. Il y a aussi des goodies. Enfin, il y a des swags. Il y a des autocollants Datadog.